Jamais, jamais, jamais. Il n'y a jamais de commencer la poule et on est parti, quoi. Tiens, la première fois que tu as rencontré Anne-Michel à Metz, c'était dans quelles circonstances? Eh bien, c'était à l'Athénée-Duc, je dois déterminer la date. En fait, nous étions en 3e latin-grec. Nous sommes retrouvés dans la même classe. Puis il y a eu un décalage dû à des problèmes de santé d'Anne-Michel. Et nous nous sommes retrouvés, plutôt par amis relations interposées, 2 ans après, donc quand j'étais en rhétorique. Donc c'est à l'Athénée-Duc que nous avons noué une relation qui au départ était une relation amicale atypique. Pourquoi atypique? Parce qu'elle était marquée, tout en restant très limitée, je dirais, à des contacts très purement amicaux, à une étrange symbiose. Une étrange symbiose, dans la mesure où il y avait évidemment des goûts et des intérêts communs, mais également une forme de contact qui, à mon avis, ne relevait pas totalement, je dirais, du domaine de la volonté ou de la conscience. Puis la vie sépare, c'est-à-dire que cette relation s'est délitée progressivement, sans être marquée d'ailleurs par des hostilités ou des tensions ou quoi que ce soit, c'est simplement défaite. Et ce n'est finalement que très tardivement que cette relation a repris un nouvel élan. Il y a un reclippage qui se fait. Je ne parlerai pas d'un reclippage, non, je ne parlerai pas d'un reclippage. C'était au fond, en ce qui me concerne, je ne peux parler que pour moi, quelque chose qui relevait, qui était latent, quelque chose qui était latent. Ce n'était pas du tout refoulé, ni repoussé dans les ténèbres de l'inconscience, c'était latent. Et il a suffi d'un concours de circonstances et d'un courriel qui m'a été adressé par Anne-Michel à Metz, mais quasiment à l'aveugle, puisqu'elle ne connaissait rien de mon évolution actuelle, et je ne connaissais pas grand-chose de son évolution personnelle. Il a suffi, au fond, de ce courriel pour nous permettre de nous retrouver sur le même plan, exactement comme plus de 50 ans auparavant. Une curiosité de part et d'autre, de revoir, de retrouver. Ce n'était pas une curiosité, en fait, le sentiment d'un lien qui existait et qui se manifestait à nouveau. Mais on était dans le domaine de la manifestation, pas dans le domaine, au fond, de ce qui pourrait exister ou renaître ou quoi que ce soit. Il y a ce qui se révèle au monde à un moment donné, mais qui est présent, qui est toujours présent. Ce que j'aime chez Pierre Morlaix, et je viens d'en avoir la confirmation, c'est chapeauter le i, mettre le point sur le i, mettre l'accent circonflexe sur le i, ou démolir le mot de l'autre, non pas le démolir, mais non pas le contrarier non plus, mais l'usage du juste mot. Tu as refusé mon reclippage, tu as refusé un autre mot, et chaque fois tu as argumenté. C'est un réflexe chez toi, la perfection de l'usage du bon mot. Je crois qu'il y a évidemment deux facteurs. Le premier c'est une tendance peut-être pathologique au purisme, et surtout un désir ou une intention ou une volonté, d'ailleurs largement illusoire, évidemment, de dépasser ce qu'on pourrait appeler les pièges du langage et de trouver un langage qui soit le plus conforme à la pensée. C'est évidemment le vieux problème qui est vieux comme l'humanité.
de l'adéquation du langage, l'adéquation de toute forme de langage et de la conscience. C'est le problème éternel de la relation entre le signifiant et le signifié, entre la connotation et la dénotation. Le langage est une chose extraordinaire et décevante. Donc ça, c'est peut-être le premier volet. Le deuxième, là, nous sommes dans un domaine beaucoup plus concret, beaucoup plus banal, c'est probablement une déformation professionnelle. Mais qui est venue au départ par une curiosité intellectuelle. Je crois que c'est la nécessité professionnelle, évidemment, de développer une argumentation. Et un des éléments fondamentaux de cette technique, c'est évidemment de prendre appui sur les propos de l'autre. Mais je veux dire par là, cette curiosité de la chose, cette curiosité de la recherche, tu l'as découverte en toi quand? Mais en fait, c'est assez particulier. J'ai le sentiment que cette découverte ce qu'on pourrait appeler les limites du langage, les problèmes liés au langage, les problèmes liés aussi à problèmes qui sont connexes, qui sont un problème de l'interprétation, je les ai découverts très tôt et presque à l'état sauvage, je dirais, sans être réellement déterminé par des lectures ou par l'influence d'une tierce personne. Et en réalité, c'est au cours de mes études moyennes, quand j'ai abordé le grec. Le grec comme un potache, en latin grec. Mais j'ai découvert une chose assez étrange, c'est au fond là, ce qu'on pourrait appeler la polysémie. Jusqu'alors, comme n'importe quel élève d'Athénée à l'époque, j'abordais une autre langue, quelle qu'elle soit, sous un jour tout à fait ridicule ou linéaire, c'est-à-dire un mot dans une langue, évidemment, a un sens déterminé dans l'autre. La traduction est quelque chose de quasi automatique. Et la traduction a nécessairement, je dirais, le même sens, la même portée que l'original. À condition, bien entendu, d'y introduire un élément technique. En abordant le grec, j'ai découvert que finalement, c'est le grec ancien, il s'agissait d'une langue très peu fixée, très polysémique, et dont les règles étaient extraordinairement fluctuantes. D'abord, traduire un mot n'est pas évident, mais d'autre part, il n'y a pas de règles très strictes en matière de concordance des modes et des temps. Et je suppose que, mais je parle ici évidemment d'une sorte d'état sauvage, un peu comme Rimbaud était un mystique à l'état sauvage, sentiment que, donc vers 14 ou 15 ans, j'ai eu ce premier contact avec les problèmes liés au langage. Et d'autre part, évidemment, le fait d'avoir dû utiliser le langage, aussi bien de l'écrit que la parole, parfois plus la parole, dans le domaine professionnel, de devoir en jouer, de devoir l'utiliser comme instrument, parfois comme arme, m'a évidemment orienté aussi vers la sémiologie et vers la linguistique, qui reste au fond chez moi des péchés mignons. Justement, c'est parce que, voilà, tu viens de le dire, c'est devenu un péché mignon, parce qu'encore une fois, la curiosité te fait constater, tiens, un tel s'exprime de cette façon-là lors d'une traduction, mais un autre dévie vers autre chose. Et tu retournes aux sources pour toi-même étudier et te faire ton propre avis sur peut-être une nouvelle traduction. Oui, oui. C'est passionnant. C'est ce que j'avais tenté de mon retour en Belgique en 2016. Je m'étais lancé
dans une retraduction, mais à usage plus strictement personnel, évidemment, des présocratiques, et en particulier de Parménide, en constatant qu'il existait évidemment un certain nombre de traductions qui n'avaient pratiquement rien à voir l'une avec l'autre. Et j'avais le sentiment qu'en réalité, l'auteur, enfin le traducteur, ou les traducteurs s'efforçaient évidemment de faire dire à un texte, à l'origine est évidemment assez complexe et obscur, en plus qui est toujours fragmentaire, de faire dire quelque chose qui correspondait à une interprétation préexistante, un a priori. Est-ce qu'il y a moyen y a-t-il moyen au fond de tenter une traduction sans a priori? Impossible, mais enfin en tout cas avec le regard naïf, le regard du naïf, en essayant de coller autant que possible, je dirais, au texte, sans ajouter ni retrancher. Bon, je ne dis pas évidemment que ça a donné grand-chose, enfin j'y ai passé un certain temps et avec un certain plaisir. Alors, le plaisir, évidemment, est accumulé au fil du temps. On parle encore des plaisirs des études. On peut parler du plaisir, je vais dire, du métier que tu as exercé. On peut parler aussi du plaisir de la découverte de nouvelles lectures que tu fais tout au cours d'une vie. Et puis, à un moment donné, tu te dis, et si j'écrivais quelque chose sur mes connaissances accumulées, sur mon ressenti, sur ma vision de l'histoire à une certaine époque, et tu décides de prendre la plume pour rédiger un texte ou des textes qui, à la suite d'une danse, a où va la lumière morte. Explique-nous un peu la genèse de cette écriture. Je continue à me poser un certain nombre de questions à ce sujet. La décision de passer, je dirais, à l'écriture, elle est circonstancielle, elle est certainement liée à une influence d'Anne Michel, une influence indirecte dans la mesure où elle ne m'a pas évidemment... Ou un challenge? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Une influence. Une influence. Me trouvant en relation avec, évidemment, une écrivain. Je crois que c'est un élément circonstanciel, mais d'autre part, quand j'ai entamé ce travail d'écriture, sans avoir l'idée que ça pourrait être publié un jour, j'écrivais, tout simplement, j'écrivais. Je me pose toujours la question de savoir si j'ai libéré des thèmes ou des choses ou des visions qui existaient depuis longtemps en moi, et qui ont subitement affleuré au niveau de la conscience, ou si j'ai tenté d'exprimer dans un cadre défini qui est celui d'un récit à caractère littéraire, des questions, un questionnement personnel qu'on pourrait qualifier, entendons-nous, avec beaucoup de prudence et de modestie, de métaphysique. Quand je parle de questionnement métaphysique, je crois qu'en réalité, jusqu'à un certain moment dans l'existence, le questionnement métaphysique peut avoir un caractère très formel. Même relativement artificiel. À un certain âge, quand les ombres s'allongent et s'allongent de plus en plus, des questions que l'on peut qualifier de métaphysiques viennent naturellement à l'esprit.
il n'est pas nécessaire de se concentrer sur elles, il n'est pas nécessaire de les susciter. Elles se posent naturellement à nous. Et sans emprunter nécessairement une voie tout à fait structurée, sans apparaître sous la forme d'une pensée particulière, sans se couler dans le moule d'une pensée déjà définie ou préexistante. Elles nous viennent à l'état brut. Alors, est-ce que ça ne m'a pas déterminé également à introduire certaines choses dans mes récits? Est-ce qu'il n'y a pas eu un besoin d'exprimer ce questionnement et de l'exprimer sous une forme évidemment qui n'était pas, parce que c'était finalement relativement banal, qui n'était pas une forme, je dirais, philosophique ou religieuse. Je me pose la question. Je ne sais toujours pas ce qui m'a réellement déterminé. Peut-être différents facteurs, rien n'est jamais simple. Je crois qu'il ne faut pas aborder l'inspiration, aussi modeste soit-elle, dans le domaine artistique ou littéraire, de manière binaire. C'est en fait la conjonction de causes et d'éléments, à mon sens, qui fait qu'à un moment donné, une œuvre, même très limitée, même très modeste, vient au monde. Oui. Œuvre très limitée, entre guillemets, beaucoup de guillemets, très modeste, encore énormément de guillemets devant et derrière, mais c'est l'idée, c'est le fil conducteur du personnage que tu vas inviter dans le récit. On est aux environs du IIIe siècle, et là tu nous offres une découverte du bassin méditerranéen, pour ainsi dire. Comment peux-tu imaginer que ce personnage ne puisse être ancré de l'âme de Pierre Morlaix? Mais il y a une question particulière que je me pose à cet égard, et je n'ai pas d'éléments certains de réponse. En fait, il y a une constante chez ce personnage. Il se situe dans un cadre historique très caractérisé, très marqué, mais ils ne sont pas de ceux qui font l'histoire, pour autant qu'on puisse parler de personnages qui font l'histoire. Enfin, ce ne sont pas des acteurs de l'histoire. Ils voient l'histoire. Ils la subissent. Voilà. Ils la subissent. Ils la subissent, ce sont des victimes de l'histoire. Ils ne sont pas de simples spectateurs, ils sont écrasés. Ils sont broyés par un monde qui les dépasse, par des décisions qui sont prises par d'autres. Et pour certains, du moins, ils descendent au dernier degré de la recherche de survie. Ce qui était évidemment à l'époque le cas de 99% de l'humanité. Et je me posais la question de savoir, bon, il est très malaisé d'entrer dans la peau d'un personnage de l'époque, pour différents motifs, surtout en évitant, je dirais, des anachronismes. D'abord, y avait-il ces gens de l'époque, et quel que soit d'ailleurs leur niveau social ou leur niveau de pouvoir, avaient-ils une personnalité telle que nous l'entendons? C'est-à-dire, se percevaient-ils eux-mêmes comme des personnes? C'est fort douteux. C'est fort douteux, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, plus ou moins spontanément d'ailleurs, j'ai cherché à
dépeindre des personnages qui parlent, du moins dans une grande partie du récit, à la première personne, mais qui n'ont qu'une conscience très limitée de leur propre identité. Leur identité est dans une large mesure l'image d'eux-mêmes que leur renvoient les autres. C'est une façon d'incorporer le lecteur dans Également. C'est ce qui fait le plaisir de la lecture, justement, c'est que on s'assimile un petit peu et on accompagne ce personnage. Ce personnage qui lui-même ne se perçoit pas réellement comme une personne telle que nous pouvons l'imaginer et le concevoir à l'heure actuelle. Le deuxième problème est évidemment de savoir si, à un moment quelconque de leur existence, qui pour la plupart des héros est finalement une existence misérable ou décevante, ils ont un contact réel, direct, immédiat, avec une forme de transcendance. Et qui n'est pas une expérience d'ordre spirituel, qui n'est pas une expérience mystique, qui est au fond un contact à l'état brut. Non, ce que... Finalement, pourtant je n'y ai pas tellement pensé à l'époque, mais la manière dont Jaspers aborde au fond les situations limites, qui mettent le sujet en contact avec une transcendance qui n'est pas, à proprement parler, je dirais, d'ordre mystique ou spirituel, mais qui est un dépassement qui ne s'inscrit pas dans l'espace, qui ne s'inscrit pas dans le temps. Alors, deuxième question, s'agit-il évidemment d'une expérience illusoire? Non. D'où que devient la lumière une fois qu'elle a disparu? Cet exercice auquel tu t'es adonné, quelques mois après, parce qu'il est sorti à un très mauvais moment, période de Covid, tout ça, donc, mais les choses vont se réactiver. L'as-tu relu? As-tu ouvert le livre, une fois que l'ouvrage a été présenté, je veux dire, en librairie, ou mis à te dire, tiens, je me mets maintenant dans la peau d'un lecteur? Est-ce que tu as relu ton texte? Non, pas entièrement. J'ai relu distraitement quelques passages. D'accord. Et comment trouves-tu l'écriture? Il m'est très malaisé d'émettre une opinion à ce sujet. Je préfère ne pas émettre de critères. J'aurais tendance à avoir une vision, enfin, d'après les quelques passages que j'ai relus, d'avoir une vision relativement distante ou critique. Mais en même temps, j'ai le sentiment que je n'aurais pas pu écrire autrement. Pour le plus grand plaisir du lecteur, je te le dis de suite. En tout cas, je n'aurais pas pu écrire autrement. Même si, a posteriori, j'ai tendance évidemment à voir les choses sous un jour qui n'est pas nécessairement favorable. Enfin, c'est ainsi. Parce que moi j'ai l'écho de pas mal de lecteurs aussi. Ils ont faim, ils ont soif de ton écriture. Ils sont en attente, parce qu'encore une fois, tu as ouvert là, je veux dire, une découverte d'une écriture, d'un personnage, la façon dont tu as travaillé ton texte, ça sort, c'est hors du commun. Donc on se dit, mais quand est-ce qu'il va encore nous parler, quand est-ce qu'il va encore nous ouvrir le regard sur peut-être une autre époque, ou peut-être approfondir l'un ou l'autre, parce que c'est une suite de nouvelles, pour ainsi dire, qui assemblées font un beau récit, mais bon sang le bonsoir, il y a certaines nouvelles qui sont là, un tremplin pour un roman, hein, ou pour une nouvelle écriture. Mais je te remercie de la suggestion, parce que pour l'instant, je dois reconnaître que c'est... dans ce domaine, c'est le vide. Ou plus exactement, j'ai le sentiment de tourner en rond. C'est-à-dire que certaines sources d'inspiration me font défaut, ou apparemment me font défaut, de telle sorte que je me pose vraiment la question de savoir si je serai encore dans les conditions voulues pour écrire à nouveau. Je ne sais pas, en fait, pour l'instant. Je ne sais pas. J'ai parfois le sentiment d'avoir
ça peut paraître ambitieux, mais à titre personnel, libérer trop de choses dans ce petit livre et de me retrouver maintenant au fond dans un état de quasi-apesanteur sur le plan de l'écriture. Et donc tu es venu jeter une poignée d'appât à tes lecteurs, et puis tu les laisses sur leur faim. Entendons-nous, quand j'ai écrit ces récits, je n'avais pas du tout l'ambition d'être publié. Et si j'étais publié, grâce à toi et par ton canal, c'était évidemment un coup de tonnerre dans un ciel bleu, autant qu'on puisse parler de ciel bleu, mais il ne faut pas oublier que lorsque j'ai écrit cela, je n'envisageais pas du tout une forme quelconque de diffusion ou de publication. Si je devais écrire à nouveau, il y aurait malgré tout cette arrière-pensée ou cette perspective. Donc en fait, je crois que si je veux me remettre à écrire, je dois abolir cette perspective. La renvoyer quelque part, et une fois encore, écrire pour moi-même. Ah oui, mais c'est ce qu'on attend. C'est ce qu'on attend. Peut-être, sans doute, je ne peux pas faire de promesses. Je te remercie pour les impulsions que tu entends me donner, mais je ne peux pas faire de promesses. Enfin, c'est une possibilité, je n'exclus pas. Je présume que tu ne restes pas inactif dans la découverte de la littérature, de ce qui est publié. Tu ne restes pas inactif, je vais dire, dans les réflexions de tout un passé dont tu as accumulé des souvenirs, des passions qui ne sont pas encore assouvies. Je pense qu'en prenant du recul, comme tu le dis, il y a peut-être moyen de trouver à un moment donné une ouverture vers quelque chose qui va te libérer et pouvoir te dire, tiens, allez Pierre, maintenant, peut-être nous verrons. Une nouvelle libération. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Pierre, je te remercie beaucoup. C'est moi qui te remercie.